Alors, je suis en compagnie de Marie-Hélène Ravel. Marie-Hélène Ravel qui est référente pour la vie professionnelle à l'AFA et qui va répondre un petit peu à des questions pratiques que les patients nous posent et pour lesquelles les patients sont très très préoccupés. Puisque nous, notre positionnement à l'AFA, c'est évidemment de rester connecté aux inquiétudes des malades qui sont évidemment bien légitimes et d'essayer, face à ces situations, ces questionnements, de pouvoir trouver des réponses concrètes à leurs problématiques du moment. Donc c'est important dans cette période du Covid-19 de parler tout d'abord du Haut Conseil de la santé publique qui a donné son avis sur les personnes dites fragiles le 14 mars dernier avec une liste de ces personnes qui sont dites fragiles. Marie-Hélène Ravel, donc ces personnes qui sont dites fragiles, il y a un certain nombre en tout cas d'entre elles qui concernent notre sujet. Vous Oui, pourriez... effectivement, en ce qui concerne les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les personnes qui sont considérées comme fragiles, ce sont toutes les personnes qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. Alors, Donc ça fait un traitement immunosuppresseur, alors, et puis donc immunosuppresseur et une biothérapie, puisque en fait tous les biothérapies et immunosuppresseurs sont effectivement les traitements qui abaissent un peu l'immunité. Donc on a fait une liste de ces traitements sur le Facebook de l'AFA, mais bon globalement il s'agit des biothérapies du style infliximab, adalimumab, Stellara, Antivio, Xeljanz, Cimzia. Et puis ensuite pour l'Immurel, plutôt pour les immunosuppresseurs, plutôt l'Immurel, le méthotrexate, le purinétol, la cyclosporine. Il y avait aussi, d'après ce que disait donc le professeur Laurent Baugerie, les personnes sous cortisone qui peuvent être immunodéprimées, mais il faut être à plus de 20 mg par jour, et ceci pour une durée qui excède au moins 15 jours, donc peut aussi avoir des problématiques liées à l'immunosuppression. Donc cette liste étant apparue, les personnes qui se sont senties concernées ont eu en fait des grosses inquiétudes sur comment elles allaient faire pour pouvoir continuer à vivre en fréquentant d'autres personnes. Et donc on a rencontré plusieurs situations, Marie-Hélène. Quel type de situation on a rencontré en fait au moment de ces questionnements? donc il y a effectivement le questionnement des personnes qui reçoivent un traitement immunosuppresseur et pour lesquelles il est a priori déconseillé de se rendre à leur travail. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de répondre à cette inquiétude. Donc évidemment, pour commencer, le télétravail, pour toutes les personnes qui peuvent télétravailler, c'est une excellente solution. Il y a également des situations où la personne qui reçoit un traitement immunosuppresseur est par ailleurs parent de jeunes enfants qui doivent être gardés à la maison. Donc, il y a un arrêt de travail spécifique qui a déjà été mis en place pour ces situations-là. Donc, il est possible d'en profiter si on a des jeunes enfants. Il y a aussi éventuellement des situations de chômage partiel. Donc le chômage partiel ou chômage technique, c'est lorsque l'employeur n'a plus de travail à vous donner. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un restaurant, puisque les restaurants sont fermés, ou quelqu'un qui travaille dans une agence d'événementiel, puisque toutes les activités dans ce domaine ont été supprimées. Donc, sur ces types de situations, donc télétravail, congé pour garder son enfant, ou bien chômage technique, chômage partiel, on est sur des situations où finalement les malades de Mickey utilisent des dispositifs qui sont prévus pour l'ensemble de la population et qui ne font pas spécialement référence à l'état de santé de la personne et à l'existence du traitement immunosuppresseur. Bon, pour les personnes qui voudraient arrêter de travailler comme ça leur est conseillé et qui ne sont pas dans ces situations-là, alors il y a encore, avant l'arrêt de travail, la possibilité d'aménager le poste pour y introduire des modes de fonctionnement qui limitent les contacts avec d'autres et qui donc soient plus
sûr pour des personnes potentiellement fragiles. Donc, si on souhaite continuer son activité en mettant en place ce genre de précautions, eh bien, il faut bien entendu en discuter avec son employeur qui a l'obligation de protéger la santé de ses salariés, en particulier dans cette période. Et dans ce cadre-là, Marie-Hélène, est-ce qu'on doit faire intervenir la médecine du travail ou pas sur le réaménagement de poste? Le médecin du travail peut être un facilitateur, effectivement, c'est son rôle de contribuer aux aménagements du poste de travail. C'est pas obligatoire si ça peut être discuté directement avec l'employeur, surtout qu'en cette période, il n'est pas forcément totalement garanti que les médecins du travail, qui d'ailleurs sont pas non plus en nombre suffisamment important de manière générale, seront totalement disponibles. Donc oui, le médecin du travail, si ça peut aider, si ça coince, s'il est facilement accessible, mais ça peut se discuter directement avec l'employeur aussi. Alors, donc là, on a effectivement donc ces situations de personnes qui, avec les dispositifs existants face à l'épidémie, peuvent rester chez eux. Et nous avions effectivement aussi des situations de personnes malades sous immunosuppresseurs qui devaient continuer à aller au travail, typiquement un boulanger, typiquement des gens qui travaillent dans des magasins de nourriture, etc., des soignants, et qui donc étaient aussi assez préoccupés par le fait de voir d'avoir beaucoup de contacts vis-à-vis du public et qui souhaitaient savoir s'il y avait des solutions pour eux pour rester chez eux. Alors effectivement, là, la solution, ça passe par un arrêt de travail justifié par l'état de santé de la personne, donc ce qu'on appelle un arrêt maladie. Alors, on constate qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés pour joindre leur médecin traitant ou leur spécialiste pour obtenir ces arrêts de travail, parce que notre système de santé globalement est bien sollicité. Donc, pour répondre à cette difficulté, l'assurance maladie vient de mettre en place un dispositif spécial qui va permettre aux salariés de déclarer eux-mêmes leur arrêt de travail sur un site internet. Donc c'est un site qui s'appelle déclare.abeli.fr. Je pense qu'on mettra l'information sur le site de l'association. Donc on peut déclarer son arrêt de travail qui peut être rétroactif à partir du vendredi 13 mars. Et donc c'est l'assurance maladie. Ensuite, elle va vérifier qu'effectivement la personne est bien dans une des situations de fragilité. L'assurance maladie a ces informations, typiquement en ce qui concerne les traitements immunosuppresseurs, puisqu'ils sont remboursés par l'assurance maladie. Bon, donc voilà, ça permet un dispositif beaucoup plus simple et facile pour accéder à ces arrêts de travail. Alors, bien entendu, il faut prévenir son employeur qu'on va être absent et lui préciser qu'on va avoir un arrêt maladie. J'ai oublié de préciser que ce dispositif, il est donc destiné aux salariés du régime général et aux auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants. Je ne sais pas à l'instant vous dire exactement ce qu'il en sera pour les fonctionnaires, mais j'imagine qu'il y aura également des dispositifs pour permettre ces arrêts de travail. Il est de combien de temps cet arrêt de travail? Je sais pas si... Alors pour le moment, il est de 21 jours. Donc j'imagine que si les mesures très exceptionnelles de confinement, etc., devaient être prolongées, peut-être que l'arrêt pourrait être également prolongé. Donc 21 jours pour le moment. D'accord. Alors du coup, quand on est dans cette situation, le problème quand même, c'est qu'on doit dire à son employeur qu'on est en arrêt maladie pour des raisons de santé et pour des raisons donc de précaution. Est-ce qu'on doit dire à son employeur que c'est parce qu'on a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique sous immunosuppresseurs? Je pense qu'il n'y a aucune raison ou aucune obligation de dire exactement quel est le problème de santé. Puisque
que ce soit le médecin qui fasse un arrêt de travail ou qu'on déclare soi-même l'arrêt de travail dans le site dont je parlais à l'instant, l'employeur n'aura aucune information détaillée sur votre situation médicale. Donc, il a simplement besoin de savoir que vous n'allez pas être là et de savoir que c'est parce que vous êtes potentiellement fragile ou à risque vis-à-vis du coronavirus. Donc, c'est vraiment à chacun de voir. Alors évidemment, dans le cas où l'employeur n'était pas déjà au courant de votre problème de santé, on sait que quand même dans la majorité des cas, les employeurs sont informés que les malades de Mickey ont un problème de santé. Donc si ce n'est pas déjà le cas, il faut réfléchir à jusqu'où on va dans les explications qu'on donne à l'employeur. Il n'y a aucune obligation à chacun de réfléchir. Bon, parfois, c'est plus simple si on dit clairement à l'employeur les raisons de cette absence. Ça permet à l'employeur de mieux comprendre la nature du problème et la justification finalement de l'arrêt de travail. Mais encore une fois, on peut se contenter de dire le minimum si on le sent mieux comme ça. Mhm. Et donc, du coup, on ne sait pas encore en fait s'il y aura des délais de carence dans cet arrêt de travail. Non, à ce jour, effectivement, je n'ai pas cette information-là sur l'application ou pas des délais de carence à cet arrêt de travail particulier. Donc, je pense que c'est une information que nous aurons dans les prochains jours et qu'on pourra publier sur le site de l'AFA. Bon, souvent, les malades de Mickey, s'ils ont eu un autre arrêt de travail en raison de leur maladie dans les 3 années précédentes, en principe, le délai de carence ne s'applique pas une nouvelle fois, en tout cas quand on est en ALD, ce qui est le cas de la très très grande majorité des personnes concernées. De toute façon, je pense que dans ce cadre-là d'épidémie, on voit bien que les modalités arrivent au fur et à mesure de comment finalement on regarde les situations des personnes fragiles et comment on essaye d'adapter les modalités et la législation face à quand même une situation très très exceptionnelle. Il faut aussi souligner que si cette mesure a été prise, c'est parce qu'il y a eu quand même une certaine pression des associations de patients. Oui, tout à fait, parce que effectivement, les différentes associations de patients, et pas seulement l'AFA, mais dans d'autres domaines, par exemple les insuffisants rénaux, on s'est rendu compte que les personnes fragiles avaient du mal à joindre leur médecin, ou que parfois même des médecins les refusaient parce qu'ils n'étaient pas complètement bien informés des problèmes de santé des personnes et du lien entre le coronavirus et les risques qu'il faisait courir à ces personnes. Donc, sous la pression des différentes associations, l'assurance maladie a décidé de mettre en place ce dispositif. Alors encore un dernier point, Marie-Hélène, il faut quand même souligner qu'on est là dans un principe de précaution, puisque aujourd'hui et d'après l'avis du Haut Conseil de la santé publique, il n'y a pas de données à l'heure actuelle qui puissent aujourd'hui dire que les patients sous immunosuppresseurs courent plus de risques que les autres d'avoir le coronavirus et puis surtout d'avoir une maladie plus grave que les autres. En revanche, c'est quand même important de prendre en compte qu'il y a des patients qui sont inquiets et qu'on peut essayer d'avoir quand même des précautions à leur encontre, et c'est la raison pour laquelle cette liste a été établie. On est dans un principe de précaution. Le professeur Laurent Baugerie, qu'on a interviewé, est plutôt rassurant sur les données qui nous viennent des autres pays et donc sur la possible gravité des atteintes par Covid-19 des patients sous immunosuppresseurs. Il est plutôt rassurant. Donc là, on est quand même dans un cadre de principe de précaution, mais il y a pour ce principe de précaution maintenant un certain nombre de dispositifs. Effectivement, donc je pense que le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'affoler et de s'inquiéter, mais malgré tout, pour les personnes qui le souhaitent, il y a maintenant un ensemble de dispositifs qui permettent de se retirer du milieu professionnel si c'est nécessaire.
Très bien. Et alors, au fur et à mesure, eh bien, il y a peut-être probablement des choses qui vont évoluer. Donc, bien entendu, on tiendra les personnes au courant. Et merci beaucoup, Marie-Hélène Ravel, de nous avoir informés sur ces dispositifs. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Anne.